Bonjour. Alors aujourd'hui, puisque c'est le 7e cours, donc nous sommes dans la seconde moitié de l'année, les 13 cours canoniques. Ça ne se divise pas par deux, c'est un peu embêtant, donc c'est le 7e et vraiment, franchement, la seconde moitié. Je vous propose de faire un pas de côté, ce que j'appellerais un pas de côté, un détour qui me semble quand même indispensable pour comprendre la démarche langagière de Dogen, en abordant ce que j'appelle la disputation, en japonais rongi. Bon, je ne vais pas entrer dans les détails du vocabulaire japonais des disputations. Alors ce mot vous étonne peut-être, il est quand même admis par pas mal de médiévistes, ça transpose simplement le latin disputatio, n'est-ce pas? En français plus académique, on préfère plutôt le terme de dispute, mais dispute est devenu un champ de signification trop vaste maintenant pour correspondre tout à fait à ce que nous voulons dire. Donc la disputation, c'est vraiment dans le sens médiéval du terme, c'est-à-dire un débat à l'intérieur d'une école, donc un débat scolastique, à l'intérieur d'une école bouddhique en l'occurrence, qui porte non pas sur les controverses entre les écoles, entre plusieurs sectes et écoles bouddhiques, mais à l'intérieur de l'école pour approfondir les doctrines. C'est donc le terme que je propose avec mes collègues médiévistes aussi qui l'utilisent couramment, et pour ce phénomène qui a une importance très particulière dans le Japon médiéval. Ça fait bien longtemps que j'ai essayé d'attirer l'attention dans mes conférences de l'école pratique des hautes études, déjà sur l'importance de ce phénomène dans le bouddhisme japonais. Et non seulement dans le bouddhisme japonais en tant que tel, mais aussi par son influence sur la démarche intellectuelle des milieux monastiques en général, donc non seulement le bouddhisme Tendai, mais jusqu'à l'époque moderne, et jusqu'à l'époque d'Edo. Et j'ai déjà insisté à plusieurs reprises sur la nécessité de considérer l'influence que cette pratique fondamentale dans l'école Tendai avait pu avoir sur Dogen en tant que package, si l'on peut dire, puisque Dogen a été formé dans le Tendai, et le Tendai, dans l'esprit médiéval, c'est vraiment la disputation. Il y a un proverbe célèbre pour décrire le mont Hiei, n'est-ce pas? Le mont Hiei, on dit qu'il est froid, qu'il est humide, qu'il est pauvre, et qu'on y dispute beaucoup, n'est-ce pas? En japonais, c'est Kanshitsu Hin non. Et je voulais aussi montrer, et j'ai déjà esquissé dans mes cours de l'école pratique des hautes études, la façon dont ces années de formation à l'époque Tendai ont pu laisser des traces dans son discours et dans son mode de pensée par l'intermédiaire de la pratique des rongi, des disputations. Et je suis très content de voir que depuis quelques années, je ne suis probablement pas pour grand-chose, mais c'est quelque chose qui s'est profilé de plus en plus. L'attention des milieux de la recherche sur Dogen a commencé à se porter sur ces rapports possibles avec les rongi du Tendai. Je vous donne ici un quelques petites indications bibliographiques, en particulier sur les travaux de M. Ishijima Takao, dont je vous donne trois principaux. Vous voyez que ça concerne le premier article concerne vraiment l'école de Dogen et les disputations du Tendai. Un second concerne le Kashiwabara Handyu, dont je vais vous parler dans un instant, un recueil de disputations très, très important. Et le dernier, c'est toujours les traces de l'influence chez Dogen, en particulier sur la pensée de l'obtention de la bouddhéité par les végétaux, la nature en général. Et mon collègue et ami Frédéric Girard, tout récemment, dans les dialogues de Dogen en Chine,
a fait état aussi, a traduit une disputation beaucoup plus tardive dans le cadre de l'exposé de la pensée de Dogen. On voit donc que c'est une orientation tout à fait remarquable de la recherche actuelle et qui mérite d'être approfondie. Évidemment, c'est une pratique éminemment scolastique. À première vue, elle est incompatible avec le Dogen que nous connaissons, croyons connaître, en particulier, vous savez bien ce slogan qui est le Shikantaza, n'est-ce pas? Il n'y a qu'à s'asseoir, c'est comme ça que je le traduis, puisque Shikantaza est du chinois tout à fait parlé et qu'il faudrait le traduire d'une façon tout à fait parlée, presque vulgaire. Mais la tâche est immense. Et nous sommes malheureusement mal équipés pour ce faire, en raison même de l'insuffisance des sources de l'époque de Dogen concernant les disputations Tendai. Si nous savons que la pratique scolastique de la disputation scolastique a pris son essor, c'est l'historiographie traditionnelle, mais comme vous le savez, cette historiographie traditionnelle, à l'intérieur d'une école, dit des choses intéressantes le plus souvent, dont il faut tenir compte pour la suite précisément. Et dans le Tendai traditionnel, on fait remonter l'essor des Rongi à l'époque de Ryogen, dont vous avez donc au Xe siècle, Ryogen étant le maître de l'illustrissime Genshin. Je vous renvoie au travail de Paul Groner à ce sujet. Et si vous regardez bien, il y a une sorte presque de contradiction, parce que ce qui a fait que Ryogen est considéré comme le père de la disputation des Rongi japonais, des Rongi du Tendai, c'est qu'il a fait s'est livré non pas à une disputation, comme je viens de vous la définir, c'est une disputation scolastique à l'intérieur de l'école, mais il s'est livré à un débat intersectaire entre deux courants, n'est-ce pas? C'est le fameux je n'entre pas dans ces détails, mais le débat de l'époque de Owa, autour de 963, et qui était contre un maître de Nara, n'est-ce pas, du Hososhu de Nara. Donc, c'était pas du tout la définition que je viens de vous donner, mais le débat a eu tellement d'importance et a tellement marqué les esprits du Tendai et d'autres écoles à l'époque qu'on s'est toujours réclamé de Ryogen après pour ces disputations proprement scolastiques. D'ailleurs, c'est sous le nom de Ryogen que se sont conservés les premiers recueils de questions disputées, les Rondaishu ou Daishu, mais qui sont tout à fait certainement postérieurs. Là non plus, nous ne pouvons pas entrer là-dedans maintenant. Et en tout cas, malgré ces deux recueils de disputations attribués à Ryogen, on ne trouve pas vraiment de texte, de recueil de disputation, de textes disputés, de questions disputées de l'époque de Dogen même. Mais cependant, enfin, avec le bémol que je vais vous donner, bien sûr. Cependant, nous pouvons tâcher de nous rapprocher le plus possible de son époque. Dans les grands monuments éditoriaux de l'école Tendai qui ont été publiés au XXe siècle, les recueils de disputation, les Rongishu ou Rondaishu, sont très nombreux. Mais il en est deux qui doivent attirer notre attention en raison d'une certaine proximité temporelle avec Dogen. Alors, il y a tout d'abord ce que je pourrais traduire le dossier de Kashiwa. Excusez-moi, c'est mal trop. Kashiwabara, n'est-ce pas? Shuyo Kashiwabara Anryu. Et pas, j'ai marqué Kashiwara Anryu. Bon, le bas est tombé. Shuyo Kashiwabara Anryu, littéralement le dossier de Kashiwabara portant sur l'essentiel de l'école. Ce sont, je vous donne les références. Vous avez le texte chinois, enfin sino-japonais original, qui est dans le Taisho, n'est-ce pas, le volume 74, et vous avez un kakikudashi dans le Kokuyaku Issaiyo. Ainsi que le titre l'indique, ce sont 94 questions incluses dans un recueil
qui concerne les doctrines propres au Tendai, Shuyo, n'est-ce pas? On a Shuyo, tout à l'heure on va avoir Monyo, qui est un autre terme, et c'est l'un des recueils les plus cohérents de l'école à date relativement ancienne, puisque comme vous le voyez, Joshun, nous avons ces dates, et de la fin, enfin c'est quelqu'un du début de l'époque de Muromachi, n'est-ce pas? Il est né juste après la fin de Kamakura, et il a vécu jusqu'au début du XVe siècle. Et comme vous le voyez, il a eu la responsabilité d'un centre, ce qu'on appelle les danrin, n'est-ce pas, littéralement les forêts de discussion, qui était l'un des 3 grands centres de formation, de formation intellectuelle des moines, et qui se situe près du lac Biwa, dans la ville actuelle de Maibara. Et il y a un siècle et demi qui sépare de l'époque d'Ogen, mais le temple ce temple de Kashiwabara où était Joshun, le compilateur, le Jobodaiji, était vraiment un centre important du Tendai médiéval, et il avait recueilli, dont on fait remonter l'origine à Saicho, le fondateur lui-même. Donc il y avait des monceaux de sources, n'est-ce pas, qui étaient là, et on peut penser que Joshun a compilé des textes antérieurs assez anciens. Ceux qui participent au séminaire savent que nous lirons une question de ce Kashiwabara Anryo, justement consacré à l'éveil des plantes, et qui nous donnera aussi quelques indications précieuses sur la façon dont cette question est traitée dans le monde hors dogenien. Mais aujourd'hui, je vais m'arrêter sur un autre recueil dont le statut exact est plus délicat à déterminer, mais j'aimerais bien le prendre, si vous voulez, que pour argent comptant, tant il est idéal pour mon enquête, n'est-ce pas, tant il nous rapproche de notre époque. Il s'agit d'un recueil intitulé le Tendai Monyo Jizaibo. Alors, Shuyo tout à l'heure, Shuyo c'était vraiment l'essentiel des questions traitées qui font le cœur, comme on dit maintenant, le cœur de métier du Tendai, n'est-ce pas, les questions scolastiques propres au Tendai. Monyo est un terme un peu plus général qui veut dire l'essentiel des questions, des interrogations. Je préfère traduire mon par interrogation ou demande, tandis que dai, c'est question, n'est-ce pas? Donc l'essentiel des questions, des interrogations concernant le bouddhisme en général. Et donc c'est l'essentiel des interrogations du Tendai. Alors, le bouddhisme général tel qu'ils sont traités par le Tendai, selon la tradition Jizaibo, donc c'était le nom d'un pavillon, le nom probable du pavillon, à l'intérieur d'un temple, d'où sont émanées ces questions. On l'appelle souvent Hyakudai Jizaibo, d'ailleurs. Alors, le compilateur en est un moine Tendai du nom de Jōmyo, vous le voyez en quatrième ici. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il est à peu près contemporain de Dogen. Nous savons en tout cas qu'il a vécu au XIIIe siècle, qu'il fit des exposés sur le bouddhisme à l'intention de l'empereur Go-Saga, n'est-ce pas? Et l'empereur Go-Saga a régné de 1242 à 1246. Je vous rappelle que Dogen est mort en 1253 et Go-Saga est mort en 1272. Alors, quelle que soit l'époque, on dit que c'est à l'empereur Go-Saga qu'il a fait ses exposés, ce qui voudrait dire que l'empereur régnait, on ne dit pas empereur retiré, il s'est retiré après 1246. Alors, il est possible même donc, que Jōmyo ait été actif dès le début des années 40 du XIIIe siècle, ce qui veut dire qu'il était l'exact contemporain de Dogen. Bien sûr, en tant que moine Tendai, il a fait son éducation scolastique sur le mont Hiei. Il fut disciple d'un moine important qui s'appelle Shumpan, n'est-ce pas? Et Shumpan a été, ce que je traduis par inquisiteur, c'est
l'avant-dernière rubrique, Tandai, n'est-ce pas, c'est-à-dire celui qui cherche ou qui fouille les questions. C'était celui qui avait la fonction la plus importante dans les Longhi, dans ces disputations. Je vous épargne la description des disputations, ça nous prendrait toute l'heure, mais sachez donc qu'il y a évidemment quelqu'un qui répond à une question qui est posée par un questionneur, en général un moine donc d'un niveau hiérarchique supérieur, et le tout est devant une sorte de jury, et la personnalité la plus importante du jury, c'est le Tandai, et Shumpin a exercé les fonctions de Tandai au Mont Hiei. Ce qui est intéressant, c'est que Jōmyo pratiqua le zen, étudia le zen et pratiqua le zen selon le Rinzai-shu, c'est-à-dire l'école rivale du Sotoshu, auprès de Enni, n'est-ce pas, qui était aussi un grand moine de Kyoto, du Tofukuji de Kyoto, qui est mort en 1280. Alors vous voyez, 1280, il est mort 30 ans après, une trentaine d'années après Dogen, mais c'est aussi, il est né en 1202, il est né pratiquement en même temps que Dogen, mais 1200 pour Dogen, donc nous sommes vraiment dans un milieu contemporain. Et le Tofukuji, il faut vous dire que le Tofukuji n'était pas seulement un monastère zen à l'époque, on y pratiquait aussi le Tendai, on y étudiait le Tendai et le Shingon. C'était vraiment les trois piliers. Et d'ailleurs, vous allez en voir des traces tout de suite. Alors, bien que les deux recueils soient rédigés dans ce que l'on pourrait appeler le Kambun hybride, n'est-ce pas, c'est vraiment du Hentai Kambun, c'est-à-dire qu'un Chinois lisant ces textes, même versés en chinois classique, comprendrait à peu près ce dont il s'agit, mais ne pourrait pas traduire dans les détails. On ne saurait jamais si c'est une affirmation ou une négation, par exemple, ce qui est important dans les disputations, n'est-ce pas. Donc c'est un chinois très particulier, et c'est pour ça que le Jizaibo, dont nous allons voir des extraits, je vous en donnerai la lecture japonaise qui a été faite par monsieur Koda, Koda Ryosen, qui était l'un de ceux qui se sont le plus intéressés à la pratique traditionnelle des Longhi du Tendai dans les années 70. Alors, c'est très important d'avoir le texte japonais aussi, en plus du texte sino-japonais, parce qu'il y a des particularités de formulation qu'on ne voit pas à travers le texte sino-japonais. Donc, le Jizaibo a tout pour nous retenir dans notre enquête sur Dogen. C'est une chance inouïe que de pouvoir être aussi bien documenté sur les questions qui faisaient la matière des débats doctrinaux à l'époque même de notre moine. Mais hélas, un doute demeure, lancinant, paralysant. Le texte que nous avons n'a été publié qu'en 1651, à partir d'une tradition manuscrite que tous les historiens s'accordent à trouver fort corrompue en raison des vicissitudes que connut le Tendai au long des siècles. Et évidemment, dont la moindre de ces vicissitudes n'est pas la dévastation que fit subir Oda Nobunaga en 1571 à l'Enryakuji, n'est-ce pas, du mont Hiei, puisqu'il a été complètement brûlé. Bien sûr, ce que nous avons là, j'ai oublié de vous dire que cette tradition recueillie par l'édition de 1651, c'est ce qu'on appelle le Higashi Tendai, n'est-ce pas, c'est-à-dire le Tendai de l'Est, c'est-à-dire de l'époque d'Edo, qui avait été restauré par Tenkai. Le grand moine Tenkai, n'est-ce pas, qui était l'éminence grise des premiers shoguns, et de Ieyasu en particulier, qui avait restauré le Longhi. Alors, bien, je ne vais pas entrer dans ces détails, mais nous choisirons donc aujourd'hui de faire un acte de foi, en quelque sorte, en lisant quelques extraits de ces débats. Et cet acte de foi a nécessité, par plusieurs raisons, au moins deux. Tout d'abord, il faut savoir que nombre de recueils de disputations s'accordent sur une assez grande quantité d'intitulés. Et la plupart des questions traitées l'ont été depuis fort longtemps, et souvent avec des arguments et développements voisins. Du thème que nous allons voir aujourd'hui, le thème que nous allons voir aujourd'hui est rarement traité, très rarement traité dans les disputations du Tendai. Mais ça nous en donne
plus d'importance. Et le texte que nous allons voir dans le séminaire, sur l'éveil de l'inanimé, était l'un des plus débattus de l'école. Et son importance pour Dogen nous apparaîtra immédiatement au regard du sermon qu'il a prononcé sur la prédication de la loi par l'inanimé, le Mujo Seppo, qui va nous occuper dans les 3 cours suivants. Donc, en parcourant ces questions disputées, nous avons une assez bonne synthèse de l'état du problème dans le bouddhisme Tendai de l'époque, et même au cours de l'histoire, parce qu'il faut savoir que ces disputations drainent de vieilles traditions. L'autre raison majeure pour notre enquête, c'est l'aspect langagier. Nous verrons immédiatement que le texte en Kakikudashi qui est donné par Koda Ryosen n'a que peu à voir avec le style de Dogen, à différence de celui du Kashiwabara Handyu que nous allons voir cet après-midi, qui est plus neutre et qui se rapproche davantage de la norme commune. Mais nous avons vu que les particularités de la langue de Dogen étaient avant tout à chercher dans son utilisation ce que l'on pourrait appeler des épices exotiques, qui étaient pour l'époque les vulgarismes, les zokugo, du discours Chan chinois, dont il émaillait ou pailletait ses sermons. Or, ce que nous avons appelé ces excentricités langagières, vous vous souvenez de la dernière fois, n'est-ce pas? Nous pensons l'avoir démontré, sont fondées sur une maîtrise de la langue scolastique en vigueur à son époque, qui ne fait que mener au bout de ses possibilités. Il n'est pas sûr du tout, dans l'état de nos connaissances, que les singularités langagières du Hyakudai Jizaibo datent de cette époque. D'ailleurs, parce que vous allez voir, c'est une langue très particulière, mais il se peut simplement que ce soit l'usage du XVIIe siècle qui soit transcrit ici. Mais donc, si l'on se réfère au cœur de cette question, eh bien, on a des chances de toucher à une disputation telle que Dogen a pu les connaître et les étudier. Il faudra faire abstraction donc de certaines particularités et ne regarder que l'essentiel. Alors, il est bien évident que nous ne pourrons aborder pendant cette brève heure, qui est déjà bien entamée, que quelques aspects de l'une de ces questions. Et l'autre sur l'éveil des plantes, nous les regarderons plus tard. Alors, donc, nous aborderons donc ici la question. Alors, la question 18 du Jizaibo que je vous donne ici, j'espère que vous pouvez, enfin au moins regarder. Je vais essayer de l'agrandir un peu, mais en l'agrandissant, voilà. Vous voyez en tout cas l'intitulé, qui est intitulé, alors comme vous voyez, Mojisoku Gedatsu no Koto, qu'on pourrait traduire par de ce que les graphèmes, moji, monji, ou bien l'écriture, les lettres, cela nous ramène quelques années en arrière, c'est le texte, un terme fondamental du traité de Kukai que nous avions étudié. Donc ça veut dire à la fois l'écriture, les lettres, on va revenir dessus bien sûr dans le cours de la question. Donc de ce que les graphèmes ne sont autres que, sont identiques à la libération, c'est-à-dire la délivrance, le gedatsu, n'est-ce pas? C'est-à-dire l'état qui mène directement au nirvana, à l'extinction bouddhique. Je pense que tout le monde comprend d'emblée l'intérêt de la question en soi, mais nous verrons qu'elle est reliée non seulement au thème de notre enquête en général, mais à des points plus précis qui nous permettront de mieux comprendre ce qu'il en était au XIIIe siècle de l'idée du rapport langagier, du rapport hiéroglossique entre les différentes langues. Il faudrait aussi inclure, nous n'aurons pas le temps aujourd'hui, mais j'espère le faire dans la conclusion de cette année, sur les rapports entre le zen et l'écriture, à travers l'examen du concept à reconsidérer, à mon sens, complètement, qu'est-ce qu'on appelle le moji. Monji zen, n'est-ce pas, la méditation lettrée, le zen exprimé à travers les lettres, qui est le plus souvent un sujet de critique de la part des maîtres du zen,
C'est même un sujet de dérision. Mais comme on le sait bien, tout le monde l'a déjà noté, n'est-ce pas, les maîtres zen écrivent beaucoup, et parlent et écrivent énormément. Quel est le rapport exact qu'ils peuvent faire eux-mêmes dans cette contradiction? Et nous allons voir alors, que cette contradiction apparente est traitée dans cette question et qu'elle est résolue d'une certaine façon qui n'est pas celle du zen japonais ni du zen chinois, mais qui lui est parallèle. Et que si l'on transpose les termes, eh bien, on s'aperçoit que la réponse du zen et la réponse d'écoles plus traditionnelles ne sont pas si éloignées que cela. Et en tout cas, il faut avoir ces thèmes présents dans notre esprit pour comprendre ce qui se passe. Alors, comme je le dis, je ne reviens pas sur le déroulement des longues, soit des disputations, mais il faut savoir que c'est comme ça se passe en trois reprises, n'est-ce pas, en 3 rounds, comme on dirait en boxe. Et comme vous le voyez, j'ai mis à la main les samban, n'est-ce pas, que l'on a ici. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, et vous verrez le 3B va arriver beaucoup plus loin. Alors, la première reprise est très courte, et c'est là que l'on donne la question et la réponse. Et ensuite, l'argumentation ne va faire qu'ajouter, que démontrer la réponse, mais la réponse est déjà là, n'est-ce pas? Et voici la question. Donc, ikke no i ou ikke no kokoro, n'est-ce pas? Moji sunawachi gedatsu no gi ari to yu beshiya. Alors, peut-on dire que le dogme, gi, n'est-ce pas? Vous savez que c'est l'un des termes fondamentaux du bouddhisme, qui est à la fois, qu'on peut traduire par sens, par enseignement, et que je traduis personnellement par dogme, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, non pas au sens de l'Église catholique, mais au sens plus large de la philosophie grecque, et que l'on reprend, c'est quelque chose que c'est une idée, une position doctrinale qui caractérise l'école. On n'est pas obligé d'y croire sous peine d'excommunication, mais si l'on veut traiter de l'école dans le cadre de l'école, il faut parler des dogmes. Alors c'est bien que vous pouvez par exemple adhérer à la terre pure, mais disputer des dogmes du Tendai. Ce n'est pas une obligation de foi, mais c'est une obligation rationnelle. Donc et vous allez voir que, d'ailleurs, ce mot va intervenir dans un autre contexte. Enfin, alors, donc, peut-on dire que le dogme des lettres comme libération, Monji Soku Gedatsu, soit dans l'esprit de notre école, Ikke no I ou Ikke no Kokoro, c'est-à-dire le Tendai? Et la réponse est Shikaru beki nari to kotaemos beshi. Il convient de répondre qu'il doit en être ainsi. Il en est bien ainsi. Alors, en passant, je vous rappelle, vous voyez ce soku, n'est-ce pas? Soku gedatsu, c'est ce sunawachi, la copule qui signale l'identité, n'est-ce pas? A, E, B, qui a joué un grand rôle dans la philosophie, par exemple, moderne japonaise, en particulier chez Nishida Kitaro, et qui pose beaucoup de problèmes aux historiens de la philosophie japonaise moderne. Si l'on recherche l'origine dans le bouddhisme japonais, c'est là que Nishida Kitaro est allé le rechercher, ce n'est pas simplement dire « je suis étudiant ». Ce soku implique une identité à travers 2 dimensions, à travers les 2 vérités. Je vous l'ai déjà dit, mais il faut le répéter à chaque fois. C'est le soku lie un phénomène, une entité de la dimension phénoménale, c'est-à-dire du monde vulgaire qui nous entoure, à une entité qui est du monde qui est ressortie à la vérité suprême, le Shintai, n'est-ce pas? Le soku relie Zokutai et Shintai. C'est très important, et on le voit bien ici. Monji, c'est considéré comme le phénoménal par excellence, l'écriture. Gedatsu, c'est quasiment le pré-nirvana, si vous voulez. Donc c'est la vérité suprême. Et vous voyez bien ici comment ça ce soku articule les deux dimensions. Donc, on voit immédiatement l'enjeu du débat, faire passer du statut de phénoménal rejetable au statut d'inconditionné absolu,
ce qui est considéré comme le plus épiphénoménal des phénomènes, à savoir les signes d'écriture. Évidemment, tout lecteur que ces mots, tout lecteur de ces paroles, songeront à un traité de Kukai, n'est-ce pas, qui va être mentionné tout à l'heure. On aura parfaitement raison d'y songer, c'est le cœur de la question aussi. Alors, voyons la seconde reprise. Je dois j'espère qu'on peut lire. En tout cas, il faudra que vous fassiez aussi un acte de foi en me croyant dans ce que j'essaye d'en dire. Alors, la question maintenant, c'est la première objection. Le questionnant, le monja, a posé sa question, le répondant, Tosha ou Koto, y a répondu, et puis maintenant, on va débattre là-dessus. Alors, évidemment, le questionnant, c'est un moine du Tendai, donc il joue un peu le rôle de l'avocat du diable. Il est fondamentalement d'accord avec ce qui va se dire, mais il va exposer toutes les objections qu'on a pu faire, soit dans le Tendai, soit dans des écoles autres que le Tendai, pour titiller en quelque sorte le répondant, qui va, pas le répondeur, malheureusement maintenant avec le téléphone, on ne peut plus utiliser ce mot, mais le répondant, celui qui répond, on ne peut pas dire le souteneur non plus, c'est déjà. Donc le soutenant va essayer d'étayer cette réponse. Et voici l'objection donc de l'interrogeant, une pseudo-objection, il n'y croit pas non plus, mais en même temps, ce sont des objections de bon sens. S'il en est ainsi, n'est-ce pas, Moshi Adi Toiwaba. Alors vous ferez attention que ce style est en sorobun, c'est une sorte de sorobun, ce qui, à mon sens, indique quand même une lecture assez tardive. Ça n'était probablement pas comme ça à l'époque, au XIIIe siècle, mais bon, et en plus, il y a des différences géographiques. Le Tendai de l'Est et le Tendai de l'Ouest n'utilisaient pas tout à fait les mêmes conventions dans les disputations, mais je vous dis, on ne peut pas s'arrêter à ça. Alors, s'il en est ainsi, les lettres ou les graphèmes, pour l'instant je vous propose le terme de graphème pour Monji, il faudrait même dire, vous verrez à la fin, on est pratiquement obligé de le traduire par les signes, ce qui nous lance dans une sorte de sémiotique du bouddhisme. Mais donc, si on est ainsi, les lettres ou les graphèmes font partie des affaires ou des occupations superficielles de ce monde. Seiken no senji, n'est-ce pas, Asakigoto. Comment pourrait-il relever ces graphèmes du dogme de la libération, Gedatsu? Alors, cette première objection ne fait que mettre en relief la différence des dimensions que nous venons de souligner. Mais il faut bien sûr ajouter que l'objection est un peu téléphonée, dans la mesure, pour rester dans la métaphore du répondeur, dans la mesure où précisément la copule soku indique le saut d'une dimension à l'autre. N'est-ce pas, comme dans Bonno Sokubodai, n'est-ce pas, les passions sont l'éveil. Et donc l'objectant continue, s'il en était ainsi, Shikanari to iwaba, selon votre thèse, Kore ni yotte, est-ce ce qui est expliqué dans le commentaire? Alors, je passe les références, n'est-ce pas? Est-ce qui est commenté dans le sens mystique du Sutra du Lotus, qui est l'un des 3 grands traités du fondateur chinois du Tendai, Tendai Dashi, où il est dit, alors il y a cette expression tout à fait intéressante qui est, vous la voyez à la fin de la... Attendez, vous voyez la deuxième ligne du texte, n'est-ce pas, qui est, je vais vous la traduire. Je traduis d'abord telle qu'elle apparaît dans le texte du maître du Tendai, comme lorsque l'on expose la libération sans se détacher des graphèmes. Mais il faut savoir qu'en même temps, donc, c'est une citation du Sutra de Vimalakirti. Vous savez que là, c'est le Yuimakyo, qui est l'un des sutras les plus lus en Chine et au Japon, lu aussi par les laïcs et pas seulement par les
par les, par les moines. Et il y a ce passage, cette scène fameuse où Shariputra, l'un des grands moines, l'un des grands disciples du Bouddha, l'un des Shomon, n'est-ce pas, des grands auditeurs, dispute avec une Devi, n'est-ce pas, une déesse, qu'on traduit en chinois par Tenyo, c'est-à-dire une fille céleste, une femme céleste, qui est abrégée ici en Ten, n'est-ce pas, le dieu. Et voici ce que dit, et c'est ici qu'est la citation qui vient d'être répétée par Tendai Dashi. Voici, je vous donne très brièvement ce petit échange. Shariputra, la déesse demande à Shariputra, mais depuis quand as-tu été libéré? As-tu connu la libération, la vie mokshi, n'est-ce pas? Et lui dit, je ne peux pas l'exprimer parce que c'est inexprimable en mots. Et la déesse réplique, à chaque fois, il faut savoir que dans ce sutra de Vimalakirti, les grandes figures du bouddhisme sont soumises au ridicule par des gens tout à fait inattendus, n'est-ce pas? C'est bien que Shariputra, qui est quand même, enfin vous le connaissez tous, n'est-ce pas? C'est une déesse, donc presque une apsara, enfin, qui le réduit à Kya. Et elle lui dit, Gonzetsu Monji Mina Gedatsu no So Nari. Alors, on peut traduire ça de plusieurs façons, mais les discours et les lettres, ou bien les lettres des discours, donc les mots des discours. Donc, discours et lettres sont tous des aspects de la libération. Pourquoi cela? Parce que dans la libération, la délivrance, c'est pas Gedatsu, Funai Fuge, Fuzai Ryoken, Ryoken ni Arazu. Donc la libération n'a ni intérieur, ni extérieur, ni entre-deux. Monji Mata, et il en est de même des lettres. Elles n'ont ni intérieur, ni extérieur, ni entre-deux. C'est pourquoi Shariputra, il faut savoir. Alors, Mudi Monji, le texte dit exactement parce que cette citation est retraitée de plusieurs façons. Mudi Monji Setsu Gedatsu Ya. C'est-à-dire, Monji wo Hanaruru Koto Naku. Gedatsu o Tokunari. C'est la façon la plus élémentaire de lire. C'est-à-dire, sans se séparer des lettres, on expose la libération. Pourquoi cela? Isai no shoho wa kore gedatsu so. Et voici la conclusion, qui est aussi la conclusion de cette disputation. Tous les phénomènes, tous les dharmas, toutes les entités sont des aspects de la libération. C'est exactement ce qui est dit ici, n'est-ce pas? Alors, il n'est pas difficile de reconnaître dans cette dernière phrase, n'est-ce pas, Issai shoho kore gedatsu so nari, une espèce d'écho du shohoji so, du lotus qui nous a occupés au dernier cours, c'est-à-dire l'identité profonde des phénomènes, l'aspect réel des entités que Dogen avait traité dans l'un de ses sermons, du sermon que nous avons parcouru la dernière fois. Et à ce moment-là, on aurait des raisons de se demander pourquoi l'objectant fait tout d'abord une première remarque critique touchant directement la thèse, alors que dans la proposition suivante, il semble tendre une perche au répondant en lui soumettant un passage important du fondateur de l'école. Il est bien entendu que c'est un exercice scolaire et portant de plus sur une question dont la réponse ne peut qu'être évidente dans le Tendai. Et la réponse est donnée après en deux parties. Donc nous avons ensuite les réponses qui seront données à... Alors, voici la réponse qui est donnée ici. C'est 2b, n'est-ce pas, Kota ete iwaku. Il en est bien comme du fragment de l'exégèse que vous avez donné, n'est-ce pas? Ippen no geshaku no gotoshi. Il faut dire geshaku ici, ou gejaku, et pas kaishaku. Cependant, pour ce qui est de votre objection, du moment que notre école soutient le précepte de l'unicité de substance du mondain et de l'extramondain, c'est quelque chose qui va arriver tout le temps, c'est shusei ittai. Ittai, c'est-à-dire une seule substance, un seul corps de ce qui est dans le monde et de ce qui est hors du monde.
votre objection est irrecevable, et la nôtre, il n'y a rien à redire, elle est irréprochable, toga nashi. Telle est notre réponse. Nous pourrions dire que tout est fini avec ces deux reprises, mais ce serait faire fi de la nature de ces débats qui doivent permettre un tour le plus large possible des différents enseignements jugés pertinents à la thèse et à ses critiques. S'ouvre ainsi la troisième reprise, de loin la plus longue, qui va nous permettre de revoir les conceptions régnant à la fin du Moyen-Âge japonais sur l'histoire et le statut des langues et de l'écriture et des écritures. La troisième reprise commence ainsi. Question. Nous objecterons la contre. Nous objecterons la contre. Il y a lieu de douter, ou tagaide soro, vous voyez le style, que notre école soutienne le dogme de l'identité des graphèmes et de la libération. Il n'y a certes rien à redire à la façon dont vous établissez la pertinence de ce dogme, mais l'objection faite précédemment demeure malgré tout. Puisqu'il est admis que les lettres, les graphèmes, sont des entités factices, mobo, narudharma, c'est-à-dire faites du verbiage conditionné, ui no geron. Oui, c'est le conditionné, le samskirta, n'est-ce pas? Et le geron, c'est tout ce qui est cela remonte à des termes sanscrits, mais qui sont utilisés dans le bouddhisme sino-japonais. Donc, ce sont donc du verbiage conditionné, des activités superficielles, il reprend le terme, faites des expériences du vulgaire phénoménal. Seizoku, faites des expédients. Les mojis, les lettres, les graphèmes sont des expédients salvifiques. Il est en conséquence impossible de les dire de même substance absolue que la libération. C'est-à-dire que ce n'est pas le hottai, vous voyez le terme hottai, ho no tai, nori no karada, qui est synonyme de jittai, la réalité. Donc on ne peut pas dire, il répète de façon plus élaborée, son objection. Alors après, il y a un passage très intéressant que je vous invite à regarder. J'espère que vous pouvez voir quand même un peu, mais si je limite, si je grossis le texte, on ne voit que la moitié, ça devient impossible. Alors, mais il se lit, enfin, vous pouvez m'écouter en tout cas, il se lance, le répondant se lance, ici nous avons l'objection, n'est-ce pas? Il se lance dans une histoire sommaire de l'écriture, qui est très intéressante parce qu'elle donne ce que les Japonais croyaient savoir à l'époque, et qui n'est pas tout à fait infondé. De plus, si nous enquérons de l'origine de l'écriture, Monji no Yurai o Tazune Soroni, alors, ça nous rappelle un peu JN, il va reprendre au début de l'âge cosmique, n'est-ce pas? C'est-à-dire qu'il va reprendre des millions et des milliards d'années d'histoire pour faire l'histoire de l'écriture, mais évidemment, elle n'est réduite qu'à notre toute petite période historique. Mais il remonte à l'origine du kalpa. Au tout début de notre âge cosmique, n'est-ce pas, Go-sho, Go no Hajime, celle-ci, l'écriture n'existait pas du tout. Mais dès l'époque de la constitution de Léon avec l'apostrophe, c'est-à-dire de l'âge cosmique, nous voyons que le roi des dieux, Brahman, du premier ciel de méditation, Shosen no Bonten, n'est-ce pas, descend dans l'Inde, Nantenjiku. Donc, écrit pour la première fois les lettres brahmiques. Nous avons ici l'origine de cette idée, de ce phénomène fondamental du bouddhisme japonais dont nous avons parlé à propos de Kukai, n'est-ce pas? Les lettres brahmiques, c'est-à-dire qui sont plus ontologiquement solides que les écritures de la Chine et du Japon, et d'ailleurs que Jien établissait un lien entre les bonji, les lettres brahmiques, et le syllabaire japonais par-dessus les caractères chinois. Donc ici, c'est le dieu Brahman lui-même qui le donne aux hommes, mais il est bien entendu que dans les conceptions Shingon, ça va bien au-delà, ça va directement au monde de la loi, le Hokkai. Mais ici, il y a une pseudo-historicisation. Ensuite, apparaît
ici, il semble être donné comme un personnage historique, n'est-ce pas? Le Chido ou bien Kado, apparaissant au royaume des Hu, les royaumes Goku, n'est-ce pas? Le royaume des Hu, ce sont tous les barbares de l'Ouest. Alors ça, il y a tellement de possibilités historiques ici que je vais en faire l'économie, mais disons que c'est donc Kado, je prends la lecture Kado, apparaissant au royaume des Hu, confectionna l'écriture du même nom, c'est-à-dire le Kado Moji, c'est l'écriture qu'on appelle la Kharoshti, c'est une écriture qui est en vigueur en Inde, en Asie centrale, et qui transmet de vieux textes bouddhiques. Alors, tout cela est bien sûr un peu difficile à mettre en ordre historiquement. Après lui, vous avez Sōketsu, c'est-à-dire Zhangje. Vous vous souvenez de Zhangje, je vous avais donné son portrait. C'est celui qui avait 4 yeux, n'est-ce pas? C'est le fondateur traditionnel de l'écriture en Chine. Lui élabora les caractères Han. Depuis lors, résume le texte, chez les Yuezhe, c'est-à-dire les Gesshi. Les Gesshi, c'est une appellation recouvrant un ou des peuples aux vicissitudes variées dans la périphérie chinoise. On les a identifiés aux Kushan, aux Tokhariens, etc. Bon, enfin, je vous dis, la pertinence historique ici n'est pas très grande. Donc nous avons d'abord, chez les Yuezhe, donc à peu près l'Inde périphérique, chez les Hu, les barbares de l'Ouest, et en Chine, l'écriture ayant été créée, on confectionna des livres, ce qui fait qu'on méprise les lettres, kirao, comme n'étant que la lie des anciens, tada kojin no sohaku. C'est ce qui reste comme la lie du saké, n'est-ce pas, ou du vin, n'est-ce pas, le reste de saké. Alors ce résumé est clair, n'a pas de fondement historique, mais se contente de mettre ensemble des fragments d'érudition disparates. Certains se rappelleront peut-être que nous avions vu quelques extraits de teneurs voisines en parcourant les commentaires écrits par des moines de l'extrême fin de Heian et de Kamakura, commentaires au Shoji Jisogi de Kukai. Ces bribes, d'ailleurs, ne sont pas remises dans le bon ordre. Je n'insiste pas là-dessus. Mais nous sommes vraiment à peu près dans le même milieu historique, c'est-à-dire les commentaires de Kukai que nous avions lus datent du XIIIe siècle, et nous sommes dans les mêmes représentations. En revanche, nous voyons la filiation de ce passage avec les milieux cultivant les écrits de Kukai, confirmée par la dernière phrase sur l'écriture comme lit des anciens, la lit des anciens, des paroles mortes, parce que le texte continue précisément par une référence appuyée à Kukai. Cela fait que le grand maître du mont Koya, c'est-à-dire, n'est-ce pas, Yasan, ce qui est marqué ici, Yasan, c'est Koyasan, c'est donc Tendai, au livre 10 du recueil spirituel du maître, c'est le Shoryoshu de Kukai, lorsqu'il fait ce commentaire, alors le commentaire de Kukai, voici ce qu'il dit, je vous lis Kukai ici. La teneur profonde du réceptacle secret que sont les mantras, sous-entendus. C'est-à-dire Hizo, vous voyez encore Hizo, le réceptacle que nous avons dans Shobo, Genzo, n'est-ce pas, ne se fait pas un honneur d'être saisi par le texte écrit, Totoshito Seizu. Elle n'est que dans la transmission d'esprit à esprit. Ishin Denshin. Je reviens tout de suite là-dessus, mais je pense que vous êtes interpellés tout de suite. Donc, ce que dit Kukai, c'est que ce n'est pas forcément honorable qu'un texte transmette quelque chose, parce que ce qui est vraiment important, c'est la transmission d'esprit à esprit. La lettre n'est que lit, la lettre n'est que débris, gareki, garyaku. À s'attacher à la lie et au gravat, on manque la réalité essentielle et suprême, suijitsu, shijitsu. Rejeter le vrai pour ramasser le faux est la méthode des imbéciles, n'est-ce pas? Guho oroka mono no hoho nari. Et donc ce passage, selon l'objectant, manifeste bien cette idée. On sera certainement étonné de trouver au beau milieu d'un texte de Kukai l'une des plus célèbres maximes du Zen, Ishin Denshin. Hors de tout contexte, donc la transmission d'esprit à esprit, de cœur à cœur, de pensée à pensée, comme vous voulez le traduire. Hors de tout contexte de l'école de la méditation, bien sûr.
Il faut savoir que les plus vieilles citations de cette sentence se trouvent dès l'époque des Tang en Chine, n'est-ce pas, et notamment attribuées à Huineng Enno, le sixième patriarche du Zen. Kukai oppose ici les textes religieux et profanes au Shingon, c'est-à-dire au mantra, n'est-ce pas, aux paroles de vérité, dont nous avons vu que les graphèmes et phonèmes de ce monde sont en réalité des sortes d'émanations dégradées, qui doivent être ultimement ramenées à l'aspect réel, au Jisso, synonyme de Hottai, nous l'avons vu. Il est intéressant et même amusant de voir Kukai cité par un tenant officiel du Tendai, mais nous comprenons très bien que l'opposant fait ainsi apparaître comme argument, certes de mauvaise foi, mais facile à réfuter, le grand rival de Saicho. Il faut savoir d'ailleurs que ce texte, que cette citation de Kukai vient d'une lettre écrite à Saicho. Vous voyez, il y a des choses tout à fait intéressantes derrière. Nous ne pouvons suivre jusqu'au bout les contre-arguments de l'objecteur. Je vous donne après. Attendez, ça commence ici, n'est-ce pas, 3b. Contentons-nous de relever quelques phrases importantes, en partie celle-ci. Si l'on s'accroche, Jakuseba, au verbiage des lettres, on souille la nature de loi, juge le maître. Aussi est-il manifeste qu'il n'y a pas en elle de... Ah oui, excusez-moi. Oui, alors non, excusez-moi, là c'est le 3. J'ai abrégé un peu, donc nous ne pouvons suivre jusqu'au bout les contre-arguments de l'objecteur, c'est-à-dire les 2A. Les 3A, voilà. Et alors voilà, j'en relève quelques phrases importantes. C'est à la fin d'ici, 73-74, page 73, début 74. Si on s'accroche au verbiage des lettres, on souille la nature de loi, juge le maître. Aussi est-il manifeste qu'il n'y a pas en elle, dans les lettres, le dogme de libération. Et l'objecteur de mentionner aussi ce passage du sens mystique du Sutra du Lotus, c'est-à-dire le texte de Tendai Daishi, qui est le suivant, même sans tenir en main le rouleau du sutra. Alors, c'est un texte très important parce que vous allez voir qu'il est relié à l'idée de la prédication par l'inanimé. Même sans tenir en main le rouleau d'un sutra, on le récite constamment. Même la bouche silencieuse, on psalmodie universellement à Maneku les Écritures. Et il y associe ce commentaire du sixième patriarche du Tendai, Tannen, qui est ainsi: on ne tient pas les rouleaux du sutra, car ils sont le visible. Dès lors que l'on passe des choses visibles à l'ensemble des entités et des enseignements, cela revient à voir l'enseignement de toute la vie du Bouddha, Ichigo, constamment dans un seul atome. Pourquoi alors tenir pour un temps les rouleaux aux pages jaunes? Et citant encore un passage du sens mystique, dans la maladie n'est point le remède, dans la lettre n'est point l'éveil, l'objecteur y voit une réfutation de l'idée selon laquelle les lettres sont la libération. Enfin, il conclut par une ultime et meurtrière citation des sentences du Lotus. Je vous donne cette conclusion. Vous avez établi que notre école soutient le précepte de l'unicité des substances du mondain et de l'extramondain, et qu'il doit y avoir le dogme de la libération dans les lettres. Or, au premier livre des sentences du Lotus, le Hokkemongu, le troisième des grands livres du maître du Tendai, il est expliqué, citation, que dans le vulgaire phénoménal, existent les lettres. Dans l'authentique vérité, Shin, Shintai, elles n'existent plus. Les lettres ne sont donc que la manière d'être, Fugi, Kaze et Gi, avec Nimben. Les lettres ne sont donc que la manière d'être de ce monde. Et il est impossible de soutenir qu'elles sont du dogme de la libération. À cette avalanche d'objections, le répondant va répondre point par point, en établissant par des citations appropriées la thèse qu'il soutient depuis le début. Nous n'entrerons pas dans le détail, mais je ne peux que souligner la subtilité intégrationniste, n'est-ce pas, si l'on ose dire, de l'argumentation.
Et tout d'abord, le répondant va définir ce qu'il faut comprendre de la phrase de Kukai. À ce propos, dit-il, c'est la page 74, 3b, à ce propos, Konokoto Nitsuite, nous allons établir exactement, kuashiku, les mérites des lettres brahmiques et des lettres han, des kanji. N'est-ce pas? Vous avez bonji et kanji. En conséquence, il apparaît que l'explication du maître du Koyasan porte sur les marques des lettres existant originellement. Honnu monji no so, les lettres qui existent, moto yori aru monji. C'est-à-dire que pour les lettres brahmiques, les restrictions exprimées par Kukai ne tiennent pas. Ça marche pour les caractères chinois, mais pas pour les lettres brahmiques, qui sont, comme vous le savez depuis notre cours sur Kukai, qui sont d'une autre dimension. Ce n'est pas du phénoménal. Et il va aussi faire intervenir une citation de Juyi, du maître du Tendai, dans son commentaire mystique du sutra de Vimalakirti, dont nous avons vu tout à l'heure quelques phrases. Et c'est un terme assez important, n'est-ce pas? Monji, alors, Monji Shōri Sokuze Gedatsu, qu'on peut traduire par Monji no Shō, c'est Seikaku, n'est-ce pas? Saga. La séparation des lettres de leur nature est la libération. Mais à première vue, comme cela, ça pourrait être un contre-argument. Mais vous allez voir qu'il va l'interpréter d'une façon différente. Mais voyons tout d'abord comment il résout l'objection de Kukai. Il répète le principe de l'école. Puisque la règle générale de notre école est de soutenir le précepte selon lequel les activités phénoménales de ce monde, Seken no Jiho, sont toutes, chacune en son essence, Ono ono no Tōtai, produites en dépendance de l'absolue réalité, Shinyo no Hengi, il ne saurait y avoir de divergence sur la pertinence du dogme de la libération pour les lettres. Les lettres sont une partie du phénoménal, donc elles sont aussi intégrées dans l'essence suprême. Nous ne reviendrons pas sur ce passage pour aller tout de suite à sa démonstration principale, qui nous paraît fort intéressante par son caractère écuménique. Le répondant part en effet d'une citation de la somme de contemplation, le Makashikan de Chingi, n'est-ce pas, qui est les dharani. Alors pour dharani, il emploie un mot très intéressant. Il n'emploie pas le mot dharani. Il emploie le mot soji, le caractère le caractère so qui veut dire synthèse et chi qui est motsu. Vous voyez la troisième ligne, voilà. C'est la citation chinoise de la troisième ligne ici, n'est-ce pas? Soji ni monji nashi, monji ni soji o arawasu. Et qui est vraiment presque du Kukai transmis en Tendai, n'est-ce pas? Mais c'est Chingi, c'est-à-dire le maître du Tendai. Les dharani sont dépourvus. Alors, ce mu qui veut dire dépourvu, ne pas avoir, comme je vous l'ai peut-être déjà dit, très souvent, et ça explique beaucoup de choses, mu ne veut pas dire seulement n'être pas, ça veut dire aussi être au-delà. N'être pas, mais en tant que c'est au-delà. L'exemple le plus typique, c'est, vous savez qu'on divise les pratiquants en deux, les gaku, c'est-à-dire ceux qui pratiquent, et les mugaku. Les mugaku, ça ne veut pas dire ceux qui n'ont pas d'études, qui n'ont pas de lettres, qui n'ont pas de sciences, c'est-à-dire ce sont ceux qui sont au-delà de la pratique. Il faut toujours avoir ce sens de au-delà dans le mu sino-japonais. Donc les dharani sont dépourvus des lettres, c'est-à-dire qu'elles sont au-delà des lettres, et les lettres manifestent arawasu, les dharani. Remarquons au passage que le terme utilisé pour dharani n'est pas le même que celui des textes Shingon. C'est en quelque sorte la version Tendai de ces dharani ou mantras que j'appelle les formules porteuses, comme ici, n'est-ce pas, soji, les porteuses intégrales. Et le répondant de souligner qu'il est incontestable que ce passage manifeste le mérite efficace, kudoku, des formules grâce aux lettres. Il ajoute à ce sujet une longue citation en chinois qui n'est pas attribuée par lui, mais qui est tirée du commentaire du sutra de Mahavairochana, c'est-à-dire le Dainichi Kyosho d'un moine chinois disons des environs de l'ère 700, qui s'appelle Yixing Ichigyo, c'est-à-dire la pratique unique,
Et ce moine chinois avait fait la synthèse des enseignements tantriques qui venaient d'arriver à Chang'an à l'époque, n'est-ce pas? Et il faut savoir que la lignée fondée par Ichigyo eh bien, a été recueillie par Keika, c'est-à-dire Huiguo, le maître chinois de Kukai. Lorsque Kukai est allé en Chine en 805, il a bénéficié de la dernière année de vie de Keika, n'est-ce pas, Huiguo, qui lui a transmis tous ses enseignements. Et voici cet extrait du commentaire du Sutra du Mahavairochana, un commentaire assez long que vous avez ici et que je vous traduis. Pour ce qui est de la méthode d'éveil de l'aspect inconcevable des paroles vraies, je traduis Shingon. Ici, nous avons Shingon et pas Soji. Mais vous voyez que le répondant fait bien le lien entre les deux. Soji, c'est Shingon. Tendai et Shingon, n'est-ce pas? Donc, pour ce qui est de la méthode d'éveil, de Doho, de l'aspect inconcevable des paroles vraies exposées par le Bouddha, c'est-à-dire Fushigi Shingon So. De même que dans la méthode des auditeurs, il n'existe plus de lettres. De même que ce qui est dans la méthode des auditeurs, il n'existe plus de lettres dans l'état de libération, alors que, selon le Vimalakirti, on expose l'aspect de la libération sans se séparer des lettres. C'est la raison pour laquelle on l'appelle aspect inconcevable de la libération, Fushigi Gedatsu So. Il en va de même du cercle des lettres, Jinin. Alors, cercle des lettres, c'est un terme technique du syllabaire sanskrit, si vous voulez. Pour les Indiens comme pour les Chinois, ce syllabaire, chaque signe engendre les autres. C'est une sorte de concaténation des signes. Donc, l'alphabet s'appelle le cercle des lettres parce que c'est une production en continuité. Donc, il en va de même du cercle des lettres. Du corps de loi, Hoshin, au-delà des aspects, Muso Hoshin, se produisent, Saku, les graphèmes et les phonographèmes, c'est-à-dire en leur diversité. C'est-à-dire Shuju Shoji, vous voyez les Shoji, Sho, Koe et Ji, c'est le caractère que j'avais traduit par les phonèmes et les graphèmes. De la diversité des phonographèmes, si j'ose dire, se produit le corps de la au-delà de l'aspect. C'est ce que l'on appelle l'aspect inconcevable des paroles vraies. Fin de citation. Donc le répondant relève que ce texte cite aussi le Vimalakirti et que le fait d'exposer l'aspect de la libération sans se séparer des lettres est appelé enseignement de la libération inconcevable, ce qui correspond à sa position. Et rajoutant une citation du sens des 4 doctrines de Chöyi, selon laquelle il n'y a pas de lettres à part de l'éveil, il n'y a pas d'éveil à part des lettres, dit, n'est-ce pas? Il l'interprète comme signifiant que l'essence des lettres est l'éveil lui-même, d'où il ressort clairement que cela correspond au dogme de l'identité des lettres et de la libération. Tout cela permet aux répondants de se livrer à un exercice fondamental dans la disputation et de la méthode scolastique en général, qui est fondé sur une claire distinction du texte original chinois et de ses déploiements herméneutiques possibles en langue japonaise. Il lit donc la citation du sutra de Vimalakirti que nous avons vu tout à l'heure, n'est-ce pas, où on disait Murimoji, n'est-ce pas, où l'on parlait de ne pas se séparer des lettres et exposer le dogme de la libération ou l'aspect de la libération. Là, il met le mu qui est au début, il le fait porter sur toute la phrase. Cela n'est possible qu'en le lisant à la japonaise. Monji o hanarete, gedatsu no gi o toku koto nashi. Vous voyez comment il transforme la phrase chinoise. Donc, à part des lettres, à côté des lettres, séparé des lettres, il n'est pas d'exposé du dogme de la libération. Il intègre vraiment cette fois les lettres dans le dogme de la libération. Par un tour de passe-passe fondé sur la langue japonaise, qui n'est pas dans la langue chinoise, il transforme, il bidouille, on peut dire, n'est-ce pas, le texte chinois en le donnant en japonais, et il lui donne une interprétation maximaliste qui lui apparaît comme la meilleure réponse possible. Il le dit lui-même, Koto no junshoku, n'est-ce pas, c'est l'ornement de la réponse, Kore ni sugu maji ite soro, il n'y aura pas
il n'ira pas mieux comme ornement, comme décoration des réponses possibles. C'est en interprétant en japonais, c'est le japonais, si vous voulez, la langue japonaise, qui donne la clé de la citation chinoise et qui donne la clé de la position du Tendai. Regardons encore le dernier paragraphe. Je ne vous en donne qu'une partie. Je vous donnerai. Alors, ce paragraphe est riche d'enseignements. Et tout d'abord, nous voyons le répondant face à la difficulté posée par les citations centrales de Chöyi dans son commentaire mystique du Vimalakirti. Encore une fois, il va faire le même procédé. La séparation des lettres de leur nature est la libération. Il est bien évident que cette citation pose une difficulté majeure, que l'on comprenne se séparer de la nature de Bouddha ou de Loi, ou se séparer de leur nature à elle, en tant que l'être, n'est-ce pas? Ce qui est difficilement pensable d'ailleurs. Et le répondant se fonde sur un vers. C'est la fin ici, n'est-ce pas? C'est à la fin de la page 75. Alors, le répondant se fonde sur un vers d'un poème chinois qui est conservé dans la grande anthologie littéraire, ce qu'on appelle le Monzen, qui est une grande anthologie chinoise du VIe siècle, qui est devenue l'encyclopédie littéraire de tous les lettrés japonais et qu'on étudiait encore adolescent, n'est-ce pas? Et ce vers, qui contient aussi le mot ri, hanaru, signifie. Alors, on peut le comprendre comme je regarde le vers des catalpas, c'est hitsugi, n'est-ce pas, se détacher sur le givre. Shimo ni hanaru o nozomu. Et le répondant propose les kunten monji no sho ni hanaru pour signifier les lettres se détachant de la nature. Il va chercher une lecture d'un poème chinois pour justifier sa propre lecture. Elle n'est pas séparée, mais disons qu'elle est mise en relief, ce qui chante. On voit encore une fois l'efficacité herméneutique de la lecture explicative qui conserve l'original tout en fléchissant ou gauchissant le sens à la guise de l'interprète. Mais ainsi, la difficulté est contournée. Si l'on tourne bien le caractère dit n'impliquant plus la séparation, mais seulement une forme de mise en évidence. Et venons-en au tout dernier paragraphe, qui va encore nous donner à réfléchir. C'est la dernière ligne ici. Puisque le répondant cite un passage de Saicho, que je vous donne. Le maître de méditation, Huiwen, c'est le premier patriarche du Tendai, mais il l'appelle ici le maître de méditation Zenji, comme Dogen Zenji. On obtint la compréhension de sutra et pénétra de l'enseignement et pénétra la porte de l'enseignement de la non-dualité, Funi Homon, à l'intérieur même des lettres, Monji no Uchi ni Oite. Il s'agit du premier patriarche du Tendai, qui se voit ici attribuer le titre de maître de Zen, ce qui n'est bien sûr pas dépourvu d'intérêt si l'on comprend que derrière toute cette question, je ne vous l'ai pas dit, mais sans dire, ça va encore mieux en le disant, mais plane l'ombre de la sentence zen, Furyu Moji. On n'établit pas de lettres dans le zen, n'est-ce pas? Mais ici, toute cette disputation va à l'encontre de cela. C'est bien un maître de Chan, ici, Zenji, qui pénètre la non-dualité au sein même des lettres Monji no Uchi ou Naka ni Oite. À cette citation du fondateur du Tendai, doublement légitimée, puisqu'elle réfère d'abord, c'est Saicho qui cite Emon, n'est-ce pas, le premier fondateur du Tendai japonais, qui cite le premier fondateur du Tendai chinois. Fait suite une autre citation de Kukai. Je suis désolé de cette gymnastique. Dans l'espace et dans les atomes, se révèle la lettre existant originellement, Honnu no ji. On l'a vu tout à l'heure. Sur les tortues et sur les dragons
ça fait référence aux, vous savez, aux tortues qui apportent les signes, les premiers signes chinois, les dragons qui délivrent les messages célestes. Donc, sur les tortues et sur les dragons se rédige Nobu Jutsu, le texte de la spontanéité naturelle, Jinen ou Shizen no Mon, Jinen no Mon, c'est-à-dire le texte de la nature. Nous retrouvons ici la grandiose idée de Kukai sur l'universalité du signe, Monji, tel que nous l'avons vu exposé dans le Shoujo Jisogi. C'est-à-dire que dans l'espace, jusqu'aux plus petits atomes, dans les animaux, et les animaux, tout est porteur de texte. Et le répondant a beau jeu de conclure, puisqu'il appert que le signe écrit est une entité existant dès l'origine, Monji to mosu wa hondai honnu no ho to miete soro aida, on n'en conclura pas forcément qu'il s'agisse d'une affaire superficielle du monde profane, qui envoie ainsi une ultime flèche à l'objectant, puisque vous vous souvenez, l'objectant c'était la première chose qu'il avait dite. Alors, après cette lecture au galop d'un texte forcément assez subtil, bien que reflétant la méthode traditionnelle qui fit de l'école Tendai le parangon de la scolastique japonaise, j'espère que l'on sera d'accord avec moi pour estimer que ce pas de côté valait la peine d'être effectué dans l'économie du cours de cette année. On voit en effet que nombre de thèmes traités dans ce débat trouvent des échos dans les sermons de Dogen que nous parcourons. Le statut de la lettre, Monji, qui est, il faut le répéter, indissociable de la langue dans les conceptions sino-japonaises. Le fait que la lettre signe soit au cœur de l'être, support de la loi, mais présent dans l'ensemble du monde phénoménal et réel. Il est inutile de souligner combien cette idée est importante pour comprendre le dogme de la prédication de la loi par l'inanimé, le Mujo Seppo, qui va nous occuper dans les 3 prochains cours. On aura par la même occasion eu un aperçu significatif de la continuité de la réflexion sur la langue écriture dans le bouddhisme japonais. Nous voyons dans ce débat que le répondant est soucieux de concilier Saicho et Kukai. Nous avons vu aussi, donc c'est du XIIIe siècle, et Kukai et Saicho sont du tout début du IXe siècle. Nous avons vu aussi que le statut religieux de l'écrit, si l'on tient compte des diverses allusions au zen, Ishin, Denshin, est très probablement lié aux idées du zen à ce sujet. C'est-à-dire que c'est une sorte de réponse cachée aux idées sur le furyu-moji, n'est-ce pas, le non-recours à l'écriture ou aux lettres. Enfin, je pense que l'on retrouve dans ces réélaborations japonaises, en particulier vous avez vu comment on trafique par le kundoku, par la lecture explicative, comment on peut gauchir et mettre à sa façon, à sa sauce, l'interprétation des textes chinois originaux. Donc, les réélaborations japonaises en kundoku des phrases chinoises sont une méthode que Dogen pousse à son paroxysme. En cela, il se comporte comme un scoliaste que nous dirons libéré. Mais nous verrons la semaine prochaine comment certains aspects de ces questions seront repris chez notre moine. Et je vous remercie de votre patience héroïque aujourd'hui.